Bonjour. Bonjour et bienvenue à notre déjeuner débat entre eurodéputés et jeunes représentants de la société civile. Notre sujet, comment atteindre les objectifs climatiques énergiques de l'Europe qui ont été revus à la hausse pour 2030-2050 tout en étant socialement responsables. Ce pacte vert européen ainsi que la nouvelle stratégie de croissance de l'Europe visent la neutralité carbone de l'Europe d'ici 2050. Les objectifs juridiquement contraignants inscrits dans la loi européenne sur le climat prévoient que les émissions nettes de gaz à effet de serre soient supprimées d'ici 2050 et que soit découplée la croissance économique de la consommation des ressources. C'est donc la date butoir de 2050 qui est en ligne de mire pour une économie à faible émission de CO2 et la neutralité des gaz à effet de serre dans toute l'UE. Mais de nouveaux objectifs ont également été fixés à l'horizon 2030, notamment la réduction de 55% des émissions par rapport au point de référence 1990. Ceci est nécessaire si l'on veut atteindre l'objectif zéro net d'ici 2050. Mais cela insuffle une pression nouvelle, notamment parce que de nombreuses mesures concernent non seulement l'industrie, mais aussi tous les citoyens, citoyennes de l'Union européenne, et notamment pour ce qui a trait à la mobilité et à la rénovation du bâti, comme nous en avons parlé déjà aujourd'hui. L'Union européenne a pour objectif de ne laisser personne derrière elle, quel que soit le lieu où ces personnes se trouvent. Et c'est la raison pour laquelle notre panel aujourd'hui se concentre sur la mise en œuvre de ces objectifs européens revus à la hausse en matière d'énergie et de climat, et notamment se concentre sur l'aspect de la compatibilité sociale. Je m'appelle Géraldine de Bastion, je suis très heureuse d'animer cette discussion avec les 4 spécialistes qui ont été invités aujourd'hui pour participer à ces débats. Je vous les présente en 2 mots. C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir Henrike Hahn, qui depuis 2019 est eurodéputée. Elle est membre à part entière de la commission ITRE, l'industrie de la recherche et de l'énergie, et elle est suppléante de la commission des affaires économiques et monétaires, ECON, et de la commission des budgets. Elle est également rapporteuse en matière de politique industrielle et vice-présidente de la délégation du groupe Europe de Bündnis 90 Les Verts. Bienvenue, Henrike Hahn. Je salue également Christophe Grudler, qui est lui aussi eurodéputé depuis 2019. Il est membre de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. C'est avec intérêt qu'il suit les questions de stratégie industrielle au plan national et européen, de climat et de bonnes pratiques environnementales. Il s'intéresse également à la création d'une véritable politique spatiale européenne. Auparavant, il fut vice-président de l'intergroupe Sky and Space et a travaillé comme conseiller municipal de la ville de Belfort, mais également comme conseiller départemental. Bienvenue, Monsieur Krugler. Je salue également bien cordialement les représentantes de la société civile, en premier lieu Camille Etienne, qui est porte-parole du mouvement On est prêt et membre du duo artistique Pensée sauvage. C'est à Sciences Po qu'elle a étudié l'économie et Sciences Po Paris, et à l'Université Paris-Sorbonne qu'elle a étudié la philosophie. Le 28 mai 2020, elle a publié sur YouTube une vidéo d'un duo artistique, un duo intitulé Pensée sauvage, mené de concert avec Solal Moisan, intitulé Réveillons-nous, et qui a été traduit en espagnol, en anglais, en allemand et en portugais et a recueilli 15 millions de clics. Pour terminer, et ce n'est pas des moindres, je salue le dernier invité de cette discussion, Sébastien Grimm, qui étudie les mathématiques et la physique à l'université de Potsdam et depuis 2018 milite au sein du mouvement Fridays for Future. Il a notamment chapeauté l'élaboration de la liste de revendications scientifiquement fondées du mouvement Fridays for Future et l'a présentée devant la presse à Berlin au mois d'avril 2019 avec 3 lycéennes et lycéens. Monsieur Grimm, c'est un grand plaisir que vous soyez à nos côtés aujourd'hui. Nous souhaitons bien sûr écouter vos questions et vos commentaires. Donc, les questions, vous pouvez les poser sur Slido en ouvrant l'onglet correspondant, et c'est l'équipe de l'OFAT qui les triera et qui me les transmettra afin que je puisse les reprendre et les insérer dans notre discussion. N'oubliez pas que nous avons une interprétation simultanée en 3 langues, en anglais, en allemand et en français.
et que vous avez la possibilité d'écouter tous les canaux à votre convenance. Nous avons deux parties pour ce débat. Dans un premier temps, nous nous pencherons sur les objectifs du pacte vert européen et dans un deuxième temps, nous nous concentrerons sur la dimension sociale de la mise en œuvre de ce pacte vert. Sur ces mots, entrons dans le vif du sujet. Le paquet Fit for 55, adopté ou présenté par la Commission au mois de juillet 2021, comprend 13 propositions législatives qui sont transsectorielles, dont 8 révisions de la législation existante, mais également 5 propositions totalement nouvelles, notamment sur la transformation de l'économie afin d'atteindre les objectifs climatiques 2030. Je souhaite commencer par une sorte de cartographie et vous demander de présenter les éléments clés de ce paquet. Selon vous, quels sont les points essentiels qu'il faut absolument réaliser pour atteindre ces objectifs climatiques? Merci beaucoup de cette invitation à évoquer ces sujets de toute importance aujourd'hui. Certes, en 2050 marque la date butoir pour atteindre les objectifs climatiques. Nous nous sommes fixé un objectif intermédiaire 2030 qui est ambitieux, et c'est peut-être l'objet de nos discussions. Et il s'agit d'un objectif ambitieux. Et au sein de l'Union européenne, nous avions plaidé pour un taux de 65%. Le Parlement a proposé 60%. Et puis finalement, le résultat, ce sont ces 55%. Cela reste un objectif ambitieux dans le sens où ces sujets climatiques et énergétiques doivent faire l'objet d'une concentration nouvelle et des actions nécessaires pour y parvenir. Donc oui, Fit for 55 et non pas Fit for 65, je le regrette. Cependant, c'est la décision qui a été prise au niveau européen. C'est un paquet qui est très complet, notamment pose les jalons sur la voie de la neutralité climatique, l'efficacité énergétique, la part des renouvelables, les prix énergétiques et bien sûr le pilotage des choix énergétiques, l'infrastructure de rechargement, ce sont les temps forts sur lesquels travaillent de nombreuses personnes à l'heure actuelle. Bien sûr, si l'on passe aux détails, car c'est ce qui est écrit en petits caractères qui nous intéresse dans cette législation, nous avons des exemples de points pertinents. Par exemple, de toute évidence, non seulement ces objectifs d'efficacité énergétique, il faut qu'ils soient ambitieux, mais également contraignants pour les différents États membres, puisque si nous avons une demande qui continue d'augmenter malgré les hausses d'efficience énergétique, nous passerons à côté de l'objectif. Il nous faut également déployer les infrastructures de rechargement alternatives. C'est ce que l'on voit, l'infrastructure de transport et cette transition au niveau des transports que l'on appelle de ses voeux au niveau de l'Union européenne. Ce sont une réalité. Pour ce qui est du moteur à combustion, une chose est claire, les acteurs eux-mêmes industriels sont de plus en plus progressistes et il faut qu'en 2050, au plus tard, ne soient en circulation que des véhicules dont les moteurs ne sont pas à combustion. Donc, ce sont des éléments de toute importance. Et outre ce paquet Fit for 55, d'autres éléments, premièrement, le financement durable, la fiscalité. Il y a à l'heure actuelle des grandes discussions également pour savoir si les nucléaires et les énergies fossiles, quel est le sort qui doit leur être réalisé. Nous pourrons en parler. Et n'oublions pas que dans l'ensemble, c'est une mission qui échoue à l'ensemble de la société. Tous les secteurs de l'économie doivent également se reconvertir en vue d'une neutralité climatique. Nous voyons par exemple que les renouvelables, le recyclage et notamment le recyclage des matières premières précieuses, notamment les composantes de batterie, sont essentielles à cet égard.
Les dimensions sociales, nous voulons que ce cadre permette une transition juste pour accompagner les transformations nécessaires, notamment sans oublier les personnes qui sont concernées, et ceci alimente de nombreux débats au niveau européen. Nous pourrons également y revenir ultérieurement. Il est extrêmement important de tenir compte de l'emploi, du maintien de l'emploi, mais également d'un emploi qui soit climatiquement neutre et qui soit socialement durable. C'est alors la question de l'orientation des investissements qui entre en ligne de compte et il faut bien, se fixer pour objectif d'atteindre au moins, sinon de dépasser les objectifs des accords de Paris. Merci beaucoup. Merci pour cette vue d'ensemble de tous ces sujets et de toutes les initiatives qui sont liées au paquet législatif. Merci beaucoup. Donc, je vois que vous avez bien mis l'accent sur différents points. Et pour continuer dans cette cartographie ou de ce jalonnage, Monsieur Coutla, quelles seront selon vous les conséquences pour l'économie, mais également pour les citoyennes, citoyens? Conséquences positives, maintien de la prospérité, par exemple, mais également les conséquences qui pourraient impliquer des renoncements. Merci à vous. Merci tout d'abord pour l'invitation à cette table ronde. Alors évidemment, on recherche tous la neutralité à 100% pour 2050. Hein. Alors peut-être que 55% aujourd'hui, c'est voilà, c'est peut-être moins que ce qu'on ambitionnait, mais c'est déjà une étape. L'essentiel, c'est qu'on soit tous d'accord pour qu'en 2050, on soit vraiment à 100% de réduction des dégagements carbonés. Et ça, c'est vraiment vital pour l'ensemble des citoyens européens. C'est-à-dire que la première conséquence pour les gens, c'est qu'ils vont vivre dans un monde plus propre, dans une Europe plus propre, qui va montrer l'exemple au monde pour que les standards européens, je veux dire, on a de l'imagination en Europe, on a des idées, et que ces standards puissent s'imposer au Ideen. monde entier. Alors, si on veut atteindre la neutralité carbone, pour que ça soit acceptable par la population, il faut également qu'il y ait une neutralité sociale et une neutralité économique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas détruire des pans complets de notre activité. On ne peut pas non plus faire payer des gens 2 fois plus cher quand ils ont peut-être déjà du mal à vivre. Donc, en fait, il faut qu'on recherche par nos différents textes législatifs, et le Fit for 55 va tout à fait dans ce sens-là, des moyens, en fait, de réduire l'impact économique de tout cela, de générer de nouveaux emplois. Alors, je prends toujours l'exemple de l'hydrogène, hein, puisque moi, je travaille beaucoup sur ces questions de renouvelables, dont l'hydrogène fait partie. L'hydrogène 2050, c'est 500 milliards d'euros d'investissement et c'est 1 million de nouveaux emplois. Alors, ce n'est pas de la création d'1 million de nouveaux emplois. Ça va être aussi le mineur qui travaille dans la mine de charbon en Pologne ou dans les schistes bitumineux en Estonie. Il va falloir le reconvertir pour qu'il trouve un emploi dans ce domaine-là. Donc voilà, donc il y a vraiment un impact économique. Mais bon, arrêter effectivement les énergies fossiles, ça, les gens vont s'en rendre compte très très vite, sans impact sur leur portefeuille, pas que ça coûte plus cher. Ça, c'est important. Et les différents textes du Fit for 55 permettent d'y parvenir, avec notamment effectivement le soutien à l'ensemble des énergies décarbonées, notamment les énergies renouvelables. Moi, je suis rapporteur pour mon groupe de la directive sur les énergies renouvelables. On va tout faire, on va mettre le paquet pour qu'il y ait vraiment un gros effort qui puisse être fait là-dessus. Le principe de base qu'il faut retenir peut-être, c'est que on veut électrifier au maximum. C'est-à-dire que l'électricité décarbonée va permettre déjà de dépolluer. On va réduire la consommation énergétique globalement, mais on va développer la part de l'électrique pour que ça soit plus vertueux. Et à côté, notamment dans les transports, si on ne peut pas électrifier, eh bien, on utilisera peut-être de l'hydrogène qui permet, dans les transports lourds notamment, d'avoir une solution également. Je peux peut-être encore citer quelque chose qui est important, puis que je pense qu'il faut qu'on puisse porter au niveau franco-allemand, puisque je n'oublie pas que cette table ronde est franco-allemande. Je pense que le mécanisme d'inclusion carbone aux frontières doit être un combat main dans la main entre la France et l'Allemagne pour convaincre l'ensemble de nos collègues européens que c'est important. Je rappelle en 30 secondes ce que c'est. Si demain on fait fabriquer de l'acier dans l'Union européenne ou du ciment de façon décarbonée, parce qu'on a besoin encore d'acier et de ciment, donc on prend de l'hydrogène, etc. Ça va augmenter les coûts de façon forte.
Mais si on veut que nos entreprises aient encore des parts de marché dans l'Europe, on ne peut pas se permettre que les mêmes productions qui polluent beaucoup en Amérique, en Asie, arrivent sur le marché européen et soient 2 fois moins chères et polluantes, alors que nous, on a quelque chose de vertueux et d'un petit peu plus cher. Donc, le principe, c'est de montrer une carte de visite, une empreinte carbone en arrivant aux frontières de l'Union européenne, et puis donc de taxer. C'est un mécanisme, pas une taxe, mais bon, l'idée c'est quand même ça, c'est de taxer ces produits carbonés ou de ne pas les autoriser à rentrer sur le marché européen pour justement que le modèle vertueux soit bien là. Et puis effectivement, le dernier enjeu, Enrique l'a évoqué, c'est l'enjeu de la taxonomie, qui est un enjeu important, parce que la taxonomie, ce sont les financements verts issus du privé. Donc, on a besoin également que les investisseurs choisissent des investissements vertueux. Et donc, c'est pour ça que la taxonomie est extrêmement importante pour toute l'énergie décarbonée. Alors, effectivement, on peut en débattre. Les renouvelables d'abord, parce que c'est effectivement ça qu'il faut développer. Et après, tout type de production décarbonée, pour moi, va évidemment dans le bon sens, et le nucléaire y compris. Mais je sais que des fois, ce sujet-là n'est pas très fédérateur entre la France et l'Allemagne. Das können wir gleich auch vielleicht noch im weiteren Verlauf skizzieren, aber vor allem auch Donc, on gerne. pourra peut-être continuer d'en parler par la suite, mais encore au sujet de ce que vous venez d'aborder, les éléments que vous venez d'aborder qui nous permettent de réaliser ces objectifs. Donc, nous y reviendrons dans un instant. Avant de nous concentrer sur ce mix des instruments, je souhaite donner la parole aux représentants de la société civile. Camille Etienne, je vous demande, ce paquet législatif et ces accents que nous venons de détailler, du point de vue de la société civile et de son action politique, est-ce qu'ils vont assez loin ou est-ce que vous avez des revendications qui ne sont pas encore, auxquelles ça ne correspond pas encore? Bonjour. Non, en effet, j'ai 2 types d'actions et avec, les autres activistes avec qui je travaille, on se concentre au niveau national, au niveau européen, international avec la COP, mais c'est encore, plus compliqué et je sais qu'au niveau européen, les objectifs de réduction à court terme, donc, les fameux 55 sont plus ambitieux que ce qu'on se donne comme objectif en France, où on sait que la convention citoyenne pour le climat, qui avait un objectif simplement de 45 n'a pas été mise en place parce que jugée parfois trop radicale et trop ambitieuse dans les mesures. Donc il y a toujours ce hiatus entre quelque part un engagement long terme et comment est-ce qu'on l'implémente. Et c'est là tout le rôle et toutes les complexités des débats, comme on pouvait parler sur le nucléaire ou sur les mesures à prendre. Je dirais simplement que, en effet, je pense qu'on va dans le bon sens, mais qu'il y a pour moi des objectifs d'ultra court terme qu'il faut qu'on soit capable de mettre en place. On l'a vu dans les négociations de la COP, comme quand on parlait d'une sortie du financement des énergies fossiles pour 2022, quand on parlait de ce qu'on doit faire pour demain, entre maintenant et 2030. 2030 peut paraître demain pour un temps législatif, pour un temps politique, ce que j'entends, mais en réalité, pour un temps biologique, celui avec lequel on ne peut pas négocier, c'est absolument maintenant qu'on doit le faire. On est à quelques années de passer ce qu'on appelle les tipping points et de se retrouver dans des phénomènes d'emballement climatique. Donc, euh, moi, ma demande, et ce sur quoi je vais travailler cette année, surtout avec la présidence de la France, euh, du Conseil de l'Union européenne, ça va être vraiment ces objectifs d'ultra court terme. Et en ça, ce qui manque pour moi aujourd'hui, c'est de se concentrer sur les forceurs climatiques à courte durée de vie, qui sont un petit peu oubliés, qu'on a eu là avec la COP sur le méthane, un accord assez flou, qui est sur une réduction de 30% en 2030 par rapport aux émissions de 2020. On sait que pour prendre l'exemple du méthane, c'est un gaz qui a une plus courte durée de vie dans l'atmosphère, mais qui pour autant a un poids réchauffant beaucoup plus fort et qui donc peut permettre, si on l'arrête, d'avoir des résultats, ces fameux résultats d'ultra court terme. Mais malheureusement, on a parlé uniquement des fuites de gaz qui sont un problème et absolument pas de l'agriculture qui est, comme vous le savez, le pôle où les émissions de méthane sont le plus important. Et en ce sens-là, au niveau européen, c'est bien sûr la PAC qui a été très décevante et qui, pour moi, ne permet pas, enfin en tout cas ne va pas rentre en confrontation directe avec toutes les mesures et les ambitions certes encourageantes que l'on a évoquées à l'instant. Donc peut-être qu'un groupe de travail sur cette question
des forceurs climatiques à courte durée de vie seraient plus que nécessaires et des actions concrètes à très court terme. Une chose enfin, c'est vraiment le traité, le traité sur la charte de l'énergie, pour finir, pour moi, qui serait peut-être le point de tension aussi, parce que, encore une fois, je me pose la question de comment faire pour arriver à mener à bien toutes les ambitions qui ont été évoquées précédemment par nos députés, mais c'est finalement d'arriver à neutraliser ces forces contraires qui peuvent venir empêcher une action radicale d'advenir. Et ce genre de traité qui permet en arbitrage à des grandes compagnies fossiles de porter plainte contre des États pour retarder l'action climatique et les mesures. C'est un mécanisme assez opaque, assez vieux, et on parle uniquement de doucement de réformer. On doit sortir de ce traité. C'est plus possible aujourd'hui, en 2022, de faire autrement. Donc voilà, je dirais les 2 points de blocage, c'est vraiment ça, les radiateurs, les forceurs climatiques à courte durée de vie et ce traité, c'est les 2 points sur lesquels j'avais envie d'insister aujourd'hui. Dankeschön. Merci. C'est tout à fait agréable d'entendre d'une part que ce qui est projeté au niveau européen est salué, mais également de voir que les dynamiques entre l'Union européenne et les États membres sont, n'est-ce pas, imprégnées de certains qui donnent le ton et certains qui sont moteurs de progrès. Je souhaite maintenant donner la parole à un représentant de la société civile allemande. Donc, un commentaire peut-être, Sébastien Grimm, sur ces objectifs et puis des revendications subsidiaires de votre part? Bonjour à tous. Je crois que je vais d'abord proposer un point de vue un peu plus global pour mettre en situation ces objectifs. Car les efforts que nous devons consentir actuellement vont dans la bonne direction, mais il faut dire que les objectifs, notamment cette réduction de 55% d'ici 2030, objectifs du Pacte vert, ne sont pas suffisants. C'est regrettable, mais c'est ainsi. Et des documents comme le Gap Report en témoignent au sein de l'Union européenne et la totalité des documents de référence scientifiques le montrent, cela ne suffira pas, 55% d'ici 2030. Ces 55% seraient moins nécessaires si ce n'étaient les données mondiales. Et c'est à cela qu'il faut réfléchir. L'UE est composée pour l'essentiel de pays industriels riches qui devraient consentir une réduction plus rapide et plus importante que les autres. Car si nous voulons avoir une chance de nous en tenir à cette marge des 1 degré, il faut que nos objectifs climatiques soient adaptés à la situation mondiale. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Donc cela nous montre clairement que oui, il y a des choses qui se passent à l'heure actuelle, mais de loin, ce n'est pas suffisant. Et surtout, c'est beaucoup, beaucoup trop lent. Donc pour parler plus concrètement, il serait nécessaire de revoir à la hausse à 80% l'objectif de réduction d'ici 2030. C'est un défi colossal. Nous en sommes conscients et nous sommes conscients aussi qu'on ne peut pas négocier avec la nature. Le système d'échange des quotas d'émissions doit s'adapter ou s'orienter vers cet objectif. Nous avons besoin d'une interdiction d'homologation des véhicules à moteur à combustion 2025 au plus tard. Il faut très rapidement décider l'interdiction de la construction de systèmes de chauffage au fioul ou au gaz. Car si on continue de construire de tels dispositifs, de telles chaudières, alors on ne pourra pas se débarrasser des fossiles. Ensuite, il nous faut réfléchir au fait que la crise climatique, dans presque toutes les dimensions politiques, a un rôle à jouer. Par exemple, les accords commerciaux. Nous considérons que les accords commerciaux conclus à l'heure actuelle par l'Union européenne ne sont que de très loin incompatibles avec les engagements climatiques. Comment d'un côté débattre des accords de libre-échange type Mercosur sans réfléchir au fait que ce type d'accord est susceptible de saper totalement, de mettre à mal totalement l'atteinte des objectifs climatiques au niveau mondial. Nous considérons malheureusement que l'on reste encore dans le statu quo. C'est ce qu'a dit ma collègue. C'est ce qui se voit au niveau de la politique agricole qui est extrêmement, extrêmement décevante. Mais il y a également des éléments qui vont dans le bon sens. Par exemple, le rééquilibrage transfrontalier CO2. Mais en fait, en fin de compte,
La mise en œuvre est trop lente, premièrement, et deuxièmement, elle n'est pas suffisamment intense, pas suffisamment forte. Cela ne veut pas dire que les personnes ne vont pas consentir des efforts, mais le problème, c'est que cette crise climatique, elle est d'une ampleur colossale et que la réponse qu'on y apporte n'est pas suffisante. On ne saurait négocier avec les lois de la nature et si nous ne parvenons pas à tenir nos objectifs en matière d'émissions, ce qui se profile à l'horizon, compte tenu des mesures prises à l'horizon, alors on risque de perdre notamment la calotte glaciaire, d'avoir une hausse du niveau des mers, de la mer supérieure à 4 cm. Et ça concerne des milliards, 1 milliard de personnes, et notamment la population riveraine de villes dans l'Union européenne, les villes côtières, Londres, etc. Là, c'est qu'un exemple parmi d'autres. Enfin, cet objectif de 4,5 degrés, il faut bien l'avoir en tête et il faut que ce soit la pierre d'ancrage, la pierre angulaire de toutes nos actions. Donc, les mesures concrètes, on voit qu'elles sont manquent de loin d'ambition. Merci beaucoup. Je pense que nous avons donc un bon point de départ, une bonne base pour la discussion avec la multiplicité de sujets qui ont été nommés. Je vous propose maintenant à toutes et tous de répondre de manière plus ciblée aux questions afin que nous puissions aborder la totalité des thèmes qui sont au programme. Je propose maintenant à Henrik Hahn une réaction, un commentaire. Bien sûr, on comprend tout à fait les revendications qui ont été formulées, notamment les aspects concrets. Ces lobbies sont ceux qui font obstacle, ces dimensions comme la politique agricole, le métal, qui ont été citées. Pensez-vous qu'à ces sujets, il faudrait davantage d'adaptation et peut-être une plus grande ouverture politique pour être à la hauteur de l'urgence de la situation? Quelles sont les autres mesures qui seraient nécessaires? Oui, bon, je vais me permettre de répondre sur cette question, sur les autres mesures nécessaires. Vous m'entendez? Excusez-moi. En fait, cette question a été posée à Monsieur Grudler. D'accord, je n'étais Monsieur pas sûre. Grudler, C'est si nous, vous du souhaitez coup. réagir. Je suis désolé, j'ai cru comprendre que c'était pour Enrique, donc j'ai écouté sagement ce qu'elle allait dire. Pouvez-vous juste me rappeler la fin de la question, s'il vous plaît, sur les mesures qui manquent pour atteindre les objectifs. Alors, enfin, si j'ai bien compris, donc je fais toujours attention à ne pas avoir de décalage de traduction. D'accord. Oui, et notamment vos réactions pour ce qui est de... Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Alors, non, simplement, si vous m'autorisez une petite réaction rapide à ce qu'ont dit Camille et Sébastien. Déjà, sur le méthane, on est parfaitement conscient de ces problèmes liés au méthane. C'est pas pour rien que on a travaillé dessus également au Parlement européen, que la Commission va annoncer quelque chose au mois de décembre et qu'au mois de janvier, il va y avoir le paquet gaz qui va arriver. C'est pas un paquet pour la promotion du gaz qui pollue, c'est au contraire. Voilà. Ça va être un paquet législatif qui va permettre de voir justement tout ce qu'on peut faire sur de l'hydrogène décarboné, la réduction des dégagements de méthane. Donc, on en a bien conscience. Sur le traité de la charte de l'énergie dont vous avez parlé, il faut bien voir quand même qu'aujourd'hui, je crois qu'il doit y avoir 26 pays sur les 27 de l'Union européenne qui ont signé le traité sur la charte de l'énergie pour justement sortir de tout ce qui est fossile. Oui, je vous ai dit janvier pour le paquet gaz. En fait, c'est le 14 décembre que la Commission a prévu d'annoncer son paquet gaz qui sera travaillé l'année prochaine par le Parlement. Et rapidement sur Sébastien, désolé, je suis d'accord avec lui. Quand l'Europe fait quelque chose, ça résout pas tous les problèmes du monde. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que l'Europe peut être un modèle, peut être un phare pour le monde. Et ce qu'on fait ici et qui marche, eh ben, ça peut inspirer également les autres pays. Et sur les accords commerciaux de libre-échange notamment, il est clair, pour moi, on ne peut pas signer un accord de libre-échange s'il n'y a pas des engagements vis-à-vis de l'accord de Paris sur l'environnement et s'il n'y a pas également des standards sociaux
qui sont respectés sur l'exploitation des enfants, protection des travailleurs, etc. Mais les accords commerciaux, ça peut être aussi une chance pour la planète. C'est-à-dire qu'en signant un accord avec l'Amérique du Sud, par exemple, qui reste à établir, si ça permet à nos entreprises qui font des électrolyseurs en Europe, qui vont être les premières entreprises au monde à faire de l'hydrogène complètement décarboné, si ça peut ouvrir des marchés pour qu'on aille commercer avec l'Amérique du Sud et qu'on dépollue l'Amérique du Sud, c'est super parce qu'on contribue à l'objectif mondial. Voilà. Et donc, sinon, sur les mesures qui manquent, moi, je pense que pour la transition durable, Géraldine, il faut vraiment tout mettre, que tous les acteurs soient impliqués. Alors, évidemment, le consommateur final, mais également tous les acteurs. Je prends un exemple sur les transports, rapidement. Pour les transports, pour que la transition soit durable, il nous faut de la réglementation. Donc là, il faut effectivement nous, on puisse jouer sur les normes des véhicules, les normes d'émissions et choses comme ça. Il nous faut des collectivités publiques qui investissent dans ces domaines. Donc, alors là, c'est valable tant en France qu'en Allemagne que dans tous les pays. C'est-à-dire, par exemple, développer des transports publics, faciliter de nouvelles mobilités, le vélo, la trottinette, les trains décarbonés, etc. Et enfin, le dernier vecteur, c'est l'innovation. Jouer sur l'innovation pour que nos industries inventent le train plus efficient, inventent l'avion zéro carbone. Donc voilà, il y a comme ça des différentes couches, différentes strates qu'il faut activer toutes ensemble, parce que le temps est compté. 2030, là, c'est déjà demain, et on n'a pas encore fini nos textes législatifs. Donc il faut vraiment le faire pour moi le plus vite possible, en tout cas. Dankeschön. Henrike Hahn, wir haben jetzt Merci beaucoup, Henrike Hahn. Ces 15 dernières minutes, nous avons déjà appris qu'il y a une grande différence qui marque les dynamiques nationales entre pays de l'Union européenne et l'urgence qui caractérise la situation, notamment en matière de temps. Pour ce qui est de la mise en œuvre, comme je l'ai dit au départ, de nombreux instruments prévus sont des instruments déjà existants que l'on essaye de renforcer. Une question à vous. Pensez-vous qu'il serait nécessaire d'impliquer d'autres compétences réparties entre les États membres de l'Union européenne, notamment en matière de fiscalité, mais également d'autres instruments nécessaires afin de mettre en œuvre très rapidement ces objectifs? Merci pour cette question tout à fait intéressante. Bien sûr, les propos de Camille et Sébastien et de Christophe, eh bien, ce serait très intéressant pour moi d'y répondre. Oui, bien sûr, vous avez la possibilité d'y réagir ultérieurement. Merci. Camille, en 2 mots, l'a dit un peu plus tôt, ces 50% objectifs de réduction au niveau de l'Union européenne dépassent l'objectif adopté par la France. Et nous savons qu'à Berlin, à l'heure actuelle, nous sommes en passe de constituer un gouvernement. C'est très intéressant de voir que les accords préalables aux discussions de conclusion de coalition mentionne déjà cette question d'abonder dans le sens de Fit for 55. C'est très important car nous voyons que pour l'instant, ces objectifs de Fit for 55 ne reçoivent pas l'assentiment de tous les acteurs de manière claire. Il est évident que cet objectif est trop faible. Nous avions revendiqué 65%, comme je l'ai dit. Sébastien a parlé de 85%. Ici, les Verts, nous demandons 65%. Et nous nous appuyons sur les travaux de recherche et scientifiques. Mais il est clair que cette impatience et cette ambition qui sont exprimées, notamment par Sébastien, nous les comprenons. Effectivement, le problème, c'est la rapidité et l'efficacité. Et le Parlement européen, eh bien, c'est toujours un effort qu'il faut produire, notamment au niveau des amendements pour réaliser les objectifs de Paris au plus tard en 55. Il est évident que c'est une date butoir ultime et que les objectifs de l'accord de Paris ne sont qu'une base minimale des choses à réaliser. Maintenant, une petite parenthèse au sujet à l'issue de cette parenthèse, donc, je réponds à votre question, Géraldine, sur les composantes systémiques.
Une grande part des économies d'émissions devrait être réalisée grâce à des instruments existants, notamment ceux qui ont déjà été évoqués, la répartition des compétences, la directive efficience énergétique et d'autres. En outre, nous avons besoin d'instruments nouveaux et supplémentaires pour atteindre ces objectifs. Outre la réforme donc de tests législatifs existants, il est nécessaire, c'est clair, de se doter de nouveaux instruments, notamment le rééquilibrage transfrontalier du CO2 qui a déjà été abordé, le traitement réservé aux industries à forte consommation énergétique et malheureusement l'intervenante a une interruption de connexion Internet. Et oui, malheureusement, Madame Hahn, alors qu'elle était au cœur de sa prise de parole, a été déconnectée. Donc, Madame Hahn était en train d'aborder ces nouveaux instruments. Si vous voulez, je peux peut-être vous apporter quelques compléments sur la thématique, sur les nouveaux instruments pour que socialement, les choses soient aussi acceptables dans les objectifs, peut-être. Pour vous dire que là-dedans, il y a quand même quelque chose de majeur. Si on veut réussir tout ça, il faut de l'argent. Parce que si les pouvoirs publics, si l'Europe, si les États ne mettent pas beaucoup d'argent, on n'y arrivera pas. Le coût sera insupportable tant pour les consommateurs finaux que sont tous les Européens, que pour les industries qui économiquement n'y arriveront pas. Alors, il y a peut-être trois fonds importants qu'il faut que je vous cite. Alors, le fonds pour la transition juste, qui permet d'aider les territoires qui fonctionnaient le plus avec les fossiles. Alors, c'est le cas pour la Pologne, quelques régions d'Allemagne, quelques régions de France notamment. Et donc, ça, c'est pour moi extrêmement important pour sortir en fait des énergies fossiles. Il y a également le fonds social pour le climat qui répond à la crise de l'augmentation des prix de l'énergie, qui va permettre d'aider socialement les familles qui sont les plus en difficulté. Puis peut-être terminer par l'annonce du fonds pour l'innovation. Mardi, la Commission a annoncé qu'il y avait 1,1 milliard d'euros qui étaient mis dans ce fonds pour l'innovation, qui va permettre exclusivement de financer des projets énergétiques innovants et totalement décarbonés. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de la fabrication de ciment, pour que la fabrication de ciment, elle soit totalement décarbonée. Voilà quelques fonds que je voulais vous citer, avec peut-être, pour terminer, le FEDER, donc les fameux fonds régionaux, structurels régionaux de l'Union européenne, qui permettent également aussi de financer pas mal de choses. Mais s'il n'y a pas d'argent public dans un premier temps, clairement, on n'y arrivera pas. Comme je vois Enrique qui est revenu, je me permets d'arrêter là. Dankeschön, jetzt haben Sie schon so schön den Übergang zu Block. Merci, oui, donc c'est la transition vers notre deuxième partie, après avoir esquissé ces instruments qui sont prévus pour permettre aux groupes de population de devenir des acteurs autonomes de cette transition énergétique, y compris ceux dont les revenus ne sont pas les plus importants. Donc, penser cette justice, ce rééquilibrage social. C'est une dimension essentielle de ce paquet d'initiatives et la présidente de la Commission, Madame Timmermans, l'a dit, sans transition juste, il n'y aura pas de transition. Donc, si la transition n'est pas socialement juste, elle ne saurait avoir lieu. Et maintenant, comment est-ce que cette durabilité sociale de la transition, ce changement socialement durable, quel est le visage qu'il pourrait prendre, Sébastien? Merci. Avant cela, j'aimerais répondre à des éléments qui sont ressortis de l'intervention de M. Grudler. J'avais l'impression qu'on avait un débat sur, d'une part, le fait que ce serait les ménages dont les revenus sont les plus faibles qui seraient responsables de la poursuite de l'utilisation des sources d'énergie qui sont émettrices de CO2. Et je pense que c'est une erreur de raisonnement. Ce dont nous avons besoin réellement, ce n'est pas de permettre de continuer d'utiliser les fossiles, les énergies fossiles à bas prix. Ça existe déjà. Par exemple, on a l'exemption fiscale du kérosène. C'est absolument non durable du point de vue social et écologique. Et pourtant, c'est là. Et bien que de telles mesures aient un impact du bas vers le haut extrêmement fort. Donc, ce dont nous avons besoin pour cette conversion
notamment des ménages les moins aisés aux technologies neutres climatiquement, c'est appuyer l'installation de pompes à chaleur, par exemple, pour remplacer les équipements à fioul ou à gaz anciens, et non pas réduire la fiscalité sur les carburants fossiles ou les combustibles fossiles, car cela, ce serait simplement porter deux fois le prix de ces sources d'énergie qui sont néfastes pour le climat. Donc vraiment, la voie à suivre, c'est permettre cette conversion vers la neutralité carbone plutôt que de rendre possible la poursuite du statu quo. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais demander à Camille Etienne de bien vouloir compléter. En ce moment, j'ai le sentiment qu'il y a une polarisation de plus en plus forte au sein de la population. Même si, en théorie, tout le monde soutient la protection du climat, comprend l'urgence, eh bien, dès qu'il faut débourser, dès que c'est son propre porte-monnaie qui est concerné, c'est plus compliqué. On a dormi pendant trop longtemps au niveau de la politique, on n'a pas mis la pression sur l'industrie et maintenant ce sont donc les citoyens qui doivent payer les frais. Alors, quelles sont les mesures à prendre pour donner une chance à ces citoyens qui souhaitent en fait s'associer à cette transition, de les soutenir plutôt que de ne leur faire subir que la pression? C'est une très bonne question et je rejoins tout à fait les propos de Sébastien. Merci d'avoir rappeler ça. Et mon sens, c'est de pas, comme il l'a dit, en fait, de ne pas faire peser aussi cette transition sur non seulement, il y a deux choses, non seulement sur les plus précaires, parce que c'est le cas aujourd'hui à tous les niveaux. On voit les débats avec les pertes et dommages qui ont eu lieu à la COP et qui ont été une déception mais immense de la part de toute une partie du globe et aussi des activistes. L'Europe pourrait, à mon sens, comme il y a eu des annonces faites en Wallonie et en Écosse pour symboliquement, parce qu'on parle simplement du prix d'une maison un peu grande en banlieue de Londres, mais voilà, de reconnaître la responsabilité historique que nous avons des émissions et donc aussi la nécessité de compenser ça financièrement, parce que l'injustice profonde, c'est que nous avons développé en Union européenne nous avons basé un développement sur leurs ressources, alors que c'est eux aujourd'hui pour qui le dérèglement climatique est une réalité très concrète. Donc en ce sens-là, quand Monsieur Gundler, vous parlez de traités qui pourraient permettre justement d'avoir une action là-bas, je pense que c'est vraiment pas aller dans le bon sens. Au contraire, on doit leur donner les moyens et non pas nous leur apporter les connaissances il y a des talents immenses là-bas, ils ont des solutions aussi nationales pour réduire ça et on doit simplement financièrement, à mon sens, réellement prendre la mesure de cette injustice historique et commencer à la réparer très vite. Donc peut-être que l'Europe pourrait se positionner en leader sur ces questions-là et engendrer le pas à tous les autres pays qui n'ont pas souhaité, qui ont fait pression pour que ces pertes et dommages soient retirés du texte final. C'était la première chose que je voulais dire, l'injustice entre un point de vue global, international, et de la même manière, il y a aussi sur les plus précaires au niveau très micro, au niveau individuel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus décemment faire peser la responsabilité d'une transition sur quelques citoyens et citoyennes qui voudraient s'associer à la transition. Un rapport qui est sorti en France d'un institut de recherche qui s'appelle Carbone 4 parlait d'un rapport qui s'appelle Faire sa part et qui montrait que si tous les Français étaient parfaitement écolos, ce qu'on entend par parfaitement écolo, on était sur vraiment, par exemple, un mode alimentaire 100% végétalien, on était sur plus du tout d'aviation, plus du tout d'habitats qui ne sont pas collectifs, enfin, c'était des mesures assez radicales. On ne réduirait que de 25% nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est certes nécessaire et il faut aujourd'hui que ce ne soit pas compliqué parce que c'est le cas. Être
avoir un mode de vie individuel écolo est compliqué et en ça, l'Europe peut améliorer par de la taxation, bien sûr, à carbone et par tout ce qui est sur les importations. Donc, il y a un levier d'action, mais il est, à mon sens, minime parce que c'est là où on doit vraiment baser nos efforts et mettre notre énergie, notre temps, c'est sur ce qui est plus structurel, c'est-à-dire, à mon sens, vraiment les entreprises aujourd'hui et les États. Donc, il faut que cette action et cette réponse soit macro. Et c'est peut-être pour moi le seul moyen d'embarquer, pour répondre à votre question, comment est-ce qu'on peut embarquer avec nous toute la population et qu'elle soit acceptée. Eh ben, c'est mettre fin à ce hiatus entre d'un côté une urgence qui nous est rappelée chaque jour, rapport du GIEC après rapport du GIEC et simplement vérité après vérité. On a vécu un été affreux et en tout cas, vous l'avez bien sûr connu en Allemagne et il y a eu des inondations aussi en Belgique, des incendies dans le Var, en France. Ça devient une réalité, les gens sont conscients. Mais à l'inverse, ce qui angoisse beaucoup, c'est ce hiatus entre ce niveau d'urgence et la réponse qui n'est pas à la hauteur. Voilà, donc je vous rappellerai juste cette enquête de l'ANSET, pour finir, qui est sur l'éco-anxiété et qui parlait justement, qui avait beaucoup fait parler au niveau européen, qui avait questionné beaucoup de jeunes sur est-ce qu'ils se sentaient angoissés. Et on a beaucoup repris ces chiffres en disant on se sent simplement angoissé du monde qui nous attend à plus 2-3 degrés. En réalité, la question qui était posée, c'est comment est-ce que vous vous sentez par rapport au hiatus entre l'inaction de nos décideurs et l'urgence avec lesquelles on ne peut pas négocier. Et c'était comme ça qu'a été posée la question. Et donc, cette angoisse vient d'un manque de radicalité, c'est-à-dire aller à la racine du problème de nos prises de décision politiques. Merci beaucoup. Je voulais de toute façon reprendre la question de la globalité. Souvent, on discute ces sujets comme si c'était seulement le cas de l'Europe, comme si on pouvait trouver des solutions dans les États membres. Non, ce sont des problèmes globaux. Et évidemment, la COP, même si c'est très importante en la matière, je viens de commencer à lire The Ministry of the Future. C'est un livre très intéressant. Et justement, les catastrophes climatiques dans les pays en développement dont nous sommes responsables et les conflits globaux et sociaux qui pourraient s'en suivre. Très intéressant cette littérature. Ce matin, M. Mattis a cité le Nigeria en disant qu'au Nigeria, impossible de faire des économies pour se permettre de passer d'un groupe électrogène au diesel vers une console solaire. Mais c'est aussi le cas pour beaucoup à l'intérieur de l'Union européenne. Henrik, est-ce qu'on pourrait rebondir là-dessus, là où vous êtes malheureusement sorti tout à l'heure, où vous évoquiez les questions fiscales? Est-ce que cela ne pourrait pas être un outil pour lequel on aurait besoin d'un changement radical, par exemple, au niveau de l'imposition pour justement aider les plus faibles? Merci beaucoup. J'espère que cela va mieux fonctionner maintenant. Oui, effectivement, la directive sur la fiscalité énergétique est essentielle et je travaillerai aux négociations sur ce plan dans le cadre de la commission sur l'industrie. Nous voyons ici qu'une révision de fond en comble de cette directive est essentielle pour mettre fin à la subvention indirecte des énergies fossiles. Et nous allons faire tout ce qui est en notre mesure pour orienter les choses dans la bonne direction. Nous avons ce principe d'unanimité pour la fiscalité et je dois dire que le rôle du gouvernement allemand dans ce cadre, comme nous l'avons vu lors de la dernière possible réforme de la fiscalité, nous avons notre gouvernement freiné par le lobby de l'industrie automobile qui a joué un rôle que l'on sait. Donc, il faut trouver d'autres incitations et on ne peut pas se contenter d'interdire, mais il faut également adopter une démarche complètement différente avec des incitations positives et des possibilités de pilotage qui aillent dans la bonne direction. Pour cela, les possibilités sont nombreuses. Par ailleurs, le libre-échange, c'est un sujet de nos débats aujourd'hui. C'est une bonne chose, une chose très importante et les Verts au Parlement luttent
régulièrement et sans cesse pour dire que justement ces accords de libre-échange sont un instrument de choix pour lutter en vue de nos objectifs sociaux et de politique climatique et pour faire en sorte que nos exigences climatiques soient remplies. C'est une opportunité qu'on utilise bien trop peu. L'accord de l'UE d'investissement sur le climat, par exemple, on y voit que les aspects écologiques, sociaux et les normes de l'Union européenne pourraient y être ancrés, l'interdiction du travail forcé pour les mineurs, par exemple, etc. Donc, de nombreux sujets qui sont entremêlés, la politique climatique, sociale, la responsabilité sociale, ces mécanismes au niveau européen et les mécanismes pour une transition juste, l'équité énergétique, la justice énergétique sont des sujets qui commencent à se diffuser, à savoir que partout en Europe, on souhaite que l'énergie, que les personnes puissent financer l'énergie, que l'énergie soit abordable pour les personnes. C'est nécessaire pour opérer une transition, se départissant des énergies fossiles et passant à une énergie compatible avec le climat. Nous y travaillons d'arrache-pied. Énormément d'éléments doivent être mis en œuvre à ce sujet. Merci. Merci beaucoup. Pour rebondir sur la question de la globalité et pour approfondir un peu, Monsieur Grutler, on l'a entendu à plusieurs reprises. Quel est donc le modèle que peut être l'Union européenne pour d'autres nations industrielles, mais aussi en développement ou émergent? C'est un débat qui, lors de la COP26, a ressurgi. Dès que nous ne montrons pas l'exemple, les autres ne sont pas prêts à renoncer. Je cite la sortie du charbon. Donc, c'est bien aussi d'être un modèle en matière d'innovation, le transfert technologique, certes. D'autre part, quel est le rayonnement que peut avoir l'Union européenne au niveau de la législation? C'est ce qu'on a vu, par exemple, pour le règlement sur les données personnelles. Alors, comment aller de l'avant? Comment assumer cette responsabilité globale sociale autrement? Écoutez, déjà, je pense que l'Union européenne est le premier marché au monde et que les standards de l'Union européenne vont forcément influer la façon de produire sur les autres continents, que ce soit en Asie, en Amérique ou en Afrique. Parce que voilà, ces entreprises notamment voudront avoir accès à notre marché européen. Et si on a des standards environnementaux très très élevés, eh bien, soit ces entreprises refuseront de commercer avec nous, soit elles suivront nos standards environnementaux. Donc là, on sera vraiment dans une logique de montrer le bon exemple. Moi, ce qui me semble important de dire, c'est d'ailleurs entre tous les panélistes et entre la France et l'Allemagne globalement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a 2 objectifs que l'Europe doit porter. Un, on veut sortir à 100% de l'énergie fossile. Donc, on veut collectivement en finir avec les fossiles. Et deuxièmement, on ne veut pas que ce soit les plus faibles, les plus pauvres qui en souffrent au niveau du portefeuille. Voilà, je voudrais peut-être d'ailleurs préciser, parce que Sébastien tout à l'heure a peut-être mal compris ce que je voulais dire, ou je me suis mal exprimé, c'est tout à fait aussi possible. Le fameux fonds social pour le climat que veut mettre en place l'Union européenne, c'est pas vous donner de l'argent pour continuer à prendre des fossiles. C'est bien au contraire, c'est de l'argent qu'on peut donner aux plus modestes pour mieux isoler leur logement, par exemple, pour qu'ils consomment moins d'énergie, pour leur permettre d'acheter un véhicule électrique, par exemple, qui est aujourd'hui trop cher et qu'ils ne peuvent pas financer. Donc c'est vraiment ce qu'il y aura dans ce Fonds social pour le climat, c'est vraiment quelque chose pour aider à aller vers les renouvelables et pas du tout quelque chose pour rester prisonnier des énergies fossiles. Alors évidemment, ce texte est encore en train il n'est pas encore acté, hein, parler au niveau de la Commission, au niveau du Parlement européen. Et je pense qu'effectivement, notre échange va nous permettre aussi d'être encore plus vigilants sur ce qu'il y aura vraiment dans ce fonds social pour le climat. Vous avez parlé, Géraldine et Camille, du transfert de technologie. Je crois que c'est important. On parlait de, effectivement, pas forcément exporter nos produits partout dans le monde. C'est vrai que si voilà, les gens ont un filet et savent pêcher par eux-mêmes, c'est mieux que de leur donner du poisson. C'est un exemple qui était utilisé autrefois. Par exemple, pour l'Amérique du Sud, que j'avais cité tout à l'heure, on peut faire du transfert de technologie. C'est-à-dire qu'en Europe, on a des chercheurs qui ont mis au point plein de choses innovantes pour lutter contre le réchauffement climatique. On peut très bien transmettre la technologie là-bas, alors certes avec des accords de marché, mais qui permettraient ensuite de développer eux-mêmes leurs propres entreprises pour faire leur propre fabrication localement. On est très très fort au niveau mondial en Europe en innovation.
Horizon Europe, par exemple, c'est 95 milliards d'euros de recherche et d'innovation. On a des chercheurs qui sont vraiment au plus haut niveau mondial et ils peuvent aussi transmettre les connaissances, transmettre le savoir-faire aux autres pays. Et je pense que c'est quelque chose qui est très, très positif. Je voudrais juste terminer mon intervention pour vous parler de l'automobile quand même. Parce qu'effectivement, le fonds de transition juste, c'est des secteurs géographiques par rapport au charbon. Je pense quand même qu'on devrait réfléchir à mettre en place un fonds spécifique pour la transition automobile. Parce qu'il est clair que quand vous faites des moteurs électriques qui n'ont que 30 pièces par rapport aux moteurs thermiques qui ont 180 pièces, il n'y a pas besoin de la même main-d'œuvre. Je ne vous parle pas des moteurs diesel qui, eux, sont pratiquement à 250 pièces. Donc, en fait, c'est beaucoup plus simple de fabriquer un moteur électrique. Donc, ça veut dire qu'il y aura besoin de beaucoup moins de travailleurs, beaucoup moins de salariés. Et donc, je pense que ces territoires qui vivent l'automobile, et il y en a beaucoup en France et en Allemagne, je pense qu'il faudrait aussi avoir quelque chose de spécifique pour les aider, pour reconvertir leur territoire à peut-être d'autres moyens plus responsables au niveau énergétique. Dankeschön. Merci beaucoup. Sébastien souhaite rebondir. Oui, volontiers. 2 éléments sur lesquels je souhaiterais agir. Premièrement, la justice sociale, la rééquilibration sociale. Je pense que les incitatifs sont contre-productives et elles sont censées être rééquilibrées par des mesures sociales. C'est ce qu'on voit par exemple avec l'allocation forfaitaire pour les nafteurs. C'est ce que la grande coalition avait considéré comme un rééquilibrage de la hausse des prix du carburant. Et au final, c'est une forme de refinancement du surcoût du CO2. Au final, c'est un jeu à somme nul car on voit que si on a une allocation forfaitaire pour les nafteurs qui utilisent leur véhicule, en fait, c'est un financement indirect des fossiles. Et en fait, c'est une mesure qui n'est pas sociale et dont bénéficient essentiellement les ménages les plus aisés. Donc, c'est le type de mesure qu'il nous faut éviter dans cette phase de conversion. Cela ne veut pas dire que cette transition, on a la possibilité d'en amortir les conséquences sociales et qu'on peut avoir un élargissement c'est simplement qu'il faut éviter de maintenir le comme avant. Donc, il faut que ce soit les modes de vie les moins émetteurs et les plus neutres climatiquement qui soient financés, qui soient subventionnés, qui soient appuyés. Il ne faut pas que les mesures aillent dans le sens d'un maintien de la situation actuelle. Deuxième point d'ordre générique, ici, l'enjeu, c'est de considérer l'Europe comme un modèle pour le reste du monde, comme un phare. Nous voyons bien que cela fonctionne. Lorsque l'Europe progresse, le monde est en tête de file, le monde suit la marche. C'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu avec les grèves mondiales, avec la lutte pour la neutralité climatique, avec les quotas d'émissions. Les décisions UE 2050, nous avons vu qu'à la suite de celles-ci, il y a un certain nombre de pays qui ont pris des dispositions pour la neutralité climatique. La Corée du Sud, le Japon, la Chine avec l'objectif 60, les États-Unis avec l'objectif 50. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Lorsque l'Europe va de l'avant, le monde suit la marche. Cependant, ce phare européen, sa lumière n'est pas assez puissante. Donc, d'où la nécessité des incitations. D'une part, il faut réfléchir à la manière dont, en pratique, nous agençons cette conversion, mais il faut bien avoir en tête également que ce phare européen, sa lumière doit être plus puissante encore. Et ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, et c'est la raison pour laquelle, selon moi, tous les objectifs doivent être renforcés. Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes et je voudrais poser une question moi-même et reprendre une question du public. Camille Etienne. Je citais tout à l'heure votre vidéo virale, mais vous avez posté une nouvelle vidéo qui porte sur le rôle des générations. Ce n'est pas un conflit intergénérationnel, je sais que c'est là le message, mais qu'ensemble, il faudra que toutes et tous devront œuvrer. Mais comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouveaux problèmes et une nouvelle scission, notamment avec les nouveaux objectifs à mettre en œuvre? Alors, quelle serait votre plaidoirie dans votre travail de militante pour parvenir à une cohésion globale, mais aussi entre les générations et les différents niveaux de revenus? Merci beaucoup pour cette question. En effet, mon point, et je ne sais pas si Sébastien partage
mon constat, mais c'était que souvent, dans les médias et dans la manière dont a été traité tout un mouvement d'activistes qui a pris de l'ampleur avec les marches pour le climat, avec Greta et tous les autres dont on parle moins, mais qui ont été littéralement des milliers, des millions à travers le monde à se mobiliser. C'était une réaction parfois et souvent de condescendance, c'est-à-dire une forme de « mais qui êtes-vous, jeune d'à peine 20 ans pour oser, qui n'avez même pas fini vos études, pour oser venir nous raconter comment est-ce qu'on doit faire ?» Et parfois, juste une sorte d'admiration bah, heureusement que vous êtes là pour nous bousculer, bravo, merci, j'ai hâte que votre génération arrive au pouvoir. Et j'avais envie d'adresser c'était vraiment important pour moi d'adresser ces deux aspects pour deux raisons. D'abord parce que je pense qu'on se trompe. Il y a un conflit générationnel, dans le sens où évidemment qu'on n'a pas les mêmes références, qu'on a des idéaux qui peuvent changer, c'est le principe. Mais pour autant, à l'intérieur même de la jeunesse, on est loin d'être tous mobilisés, on est encore trop peu nombreux. Et de la même manière, localement, quand on regarde les enquêtes sociologiques sur le terrain, en tout cas en France, l'activisme est surtout porté aussi par des personnes plus ancrées sur le territoire depuis longtemps, des personnes plus âgées. Donc je voulais d'abord adresser ça parce que pour moi, c'était quelque chose qui empêchait l'action. C'est-à-dire qu'il y avait là une question presque philosophique de est-ce qu'écrire notre histoire en tant que jeune fera effacer l'histoire qui a été écrite par les générations précédentes. Et c'était important pour moi de rassurer là-dessus en disant une certaine partie de l'élite était au courant et a sciemment fait en sorte que les choses n'adviennent pas. C'est le rapport sur Total et l'enquête qui est sortie, dont on savait qu'ils étaient au courant depuis les années 70 et qu'ils ont payé des lobbyistes pour fabriquer du sur le lien entre les énergies fossiles et précisément le dérèglement climatique. Mais il y a aussi toute une partie de la population qui n'avait pas la connaissance qu'à notre génération aujourd'hui, parce que malgré nous, on est né dedans. On est né avec cette urgence climatique. On n'a rien connu d'autre que ça réellement. Et ce monde à 2-3 degrés, on va vivre dedans. Donc pour nous, c'est très important. En fait, derrière des chiffres, derrière des pourcentages, derrière des accords, on parle de nos vies, on parle de vies de milliers de personnes qui vont radicalement changer si on est à 1,8 degré ou 1,9 degré ou à 2 degrés de réchauffement. C'est vraiment... Donc, je pourrais en parler longtemps, mais je vais être rapide pour finir. Voilà pourquoi je voulais adresser ça d'abord, pour dire que nous n'avons pas besoin d'applaudissements et de merci. On n'a pas besoin d'être seulement écouté, mais on a besoin d'être entendu, parce qu'on ne peut pas attendre que notre génération soit à votre place. On ne peut pas attendre de simplement être 20 ans plus tard pour prendre le pouvoir et que Greta devienne une présidente de la Suède. C'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite réellement que toutes les personnes qui habitent cette terre aujourd'hui, dont on fait toutes et toutes partie, décident de faire de l'urgence climatique le paradigme unique et social, le paradigme unique à travers lequel ils regardent le monde. Et que toutes nos décisions aillent dans ce sens-là. Et c'est simplement, je finirai sur ça, renverser en réalité Merci beaucoup. Je suis désolée, mais nous arrivons au terme de ce débat. C'est vraiment dommage d'interrompre. Mais la question du public aurait été: que peut faire l'État pour que ces dossiers très complexes mais urgents soient mieux compris par la population? C'est là une mission portée notamment par la société civile ici présente aujourd'hui. Et je crois que c'est une question que je vous transmets en tant qu'inspiration dans le travail très important que vous faites en tant que parlementaire et aussi au sein de la société civile pour vraiment aller de l'avant et pour faire avancer donc la transition écologique et, nous l'espérons, arrêter le réchauffement climatique. Merci beaucoup à toutes et à tous pour ce débat passionné. Merci beaucoup pour toutes ces idées, ces expériences que vous avez apportées. Merci beaucoup pour ce travail ô combien important qui est le vôtre. Et merci beaucoup pour l'organisation technique, Christophe Körner et nos interprètes qui ont travaillé d'arrache-pied, Madame Pijolet, Madame Locher, Madame Ferguson et Monsieur Crompton.
Merci beaucoup pour cette interprétation de grande qualité. Il y aura une vidéo de cette discussion disponible à partir du 25 novembre. Nous marquons une courte pause café avant de reprendre le programme à 14 heures avec les systèmes énergétiques de l'avenir en Europe. Je vous remercie. Merci beaucoup.